Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais commencer par dire que je ne parlerai pas de deux choses. Il y a des gens qui m'ont interpellé parler des CIUS en ce moment. Je ne vais pas vraiment parler de ça. Parler comment améliorer les systèmes de santé, je ne vais pas parler de ça. Fait que je vais plus vous parler, d'une réflexion émergente sur le travail professionnel, où on se questionne à nouveau sur le travail professionnel, je dirais, à l'interface du politique, des organisations et de la sociologie des professions. C'est une interrogation qui se fait entre autres à travers le thème de la collégialité. Je sais qu'il y a eu des discussions hier sur la définition de la collégialité dans le monde de l'éducation. Moi, je suis vraiment une bête du monde de la santé. Je suis tombé dedans et je restais là. C'est à peu près la seule chose que je connais un peu. Fait que ce que je vais vous dire sur le professionnalisme est très influencé par soit des observations, des recherches ou des analyses sur le monde de la santé au sens large. Lorsqu'on parle de travail et d'expérience du travail, existe en sociologie de longue date la notion de résistance, puis vous allez voir à la fin pourquoi j'évoque ça, c'est-à-dire il y a eu classiquement en sociologie, entre autres, cette idée d'une opposition structurelle entre d'un côté des propriétaires du capital, de l'autre côté le travail. Et vous vous souvenez, quand vous lisiez le marxisme, on est dans un cégep, là, nos cours de sociologie 101 au cégep. Là, et cette opposition structurelle-là a beaucoup animé l'image qu'on a gardée, soit en sociologie ou en sociologie des organisations, de la notion de résistance, cette idée que des individus sont placés en situation de travail et le travail exerce une pression de quelques heures possibles sur eux, comme individus ou sur des groupes, et qui vont à un moment donné réagir. Et évidemment, le travail professionnel contemporain s'éloigne de cette image-là, quoique ceux qui regardent les données sur l'état, appelons ça comme ça, des ressources humaines en santé, au sens large, les données sont assez navrantes en termes d'épuisement, burn-out, décrochage de la profession. Donc, ça se manifeste différemment, mais il y a comme une tension là, et une forme de résistance. Et bon, la source d'inspiration de ça, c'est quand on faisait notre sociologie 101 au cégep, et aussi l'histoire des premières grandes grèves industrielles ont bien montré ça. La notion de résistance a évolué, là, puis là, c'est vraiment, comme je vous dis, tout ça est en gestation, mais là, c'est où votre zone? J'ai le droit? Oui. On tombe pas dans la trappe. Et là, vous avez ici la notion de résistance. Et d'un côté, vous allez le voir tantôt, il y a toute une série de travaux, je dirais, plus critiques, qui vont postuler un conflit fondamental entre le travail et l'organisation. Appelons ça l'organisation. Nous, on ne dit pas le capital et le travail dans notre domaine, et l'organisation. Puis, il y a une série d'autres travaux qui tendent vers une vision plus conciliante ou collaborative de la résistance, comme si la résistance devenait un actif organisationnel qui permet à la fois dans ce cas-ci, aux professionnels en situation de travail de construire quelque chose et du même coup à l'élite organisationnelle de pouvoir reprendre ça et en faire quelque chose de positif. Il y a de la résistance, comme vous saviez, classiquement, vous aviez ça chez Crozier, là encore, quand on était au cégep. Il y a de la résistance spontanée, c'est-à-dire boycotter des trucs, pas remplir des formulaires. Et ça revient à la mode. Là. Il y a plein d'articles. J'en lisais encore hier, 2017, sur les actions micro-politiques de résistance dans les organisations.
Et il y a de la résistance organisée qui est souvent véhiculée par des groupes, genre la position d'un syndicat à l'égard d'un problème d'organisation du travail. Fait que ça, c'est comme un mini-mapping de ça, là, c'est cute. Ça, c'est juste en introduction. Et je dirais la notion, je suis dans votre zone, la notion de résistance au travail, je dirais que c'est progressivement normalisé dans le domaine de l'analyse organisationnelle récemment, c'est-à-dire elle redevient à la mode. Il y a eu un grand bout, l'analyse organisationnelle a été très aseptisée, et là, la notion de problématiser le rapport au travail à travers la notion de résistance devient, je dirais, mainstream, normalisée, mais c'est replié aussi vers une analyse de forme individuelle plutôt que de forme organisée de résistance, ou de forme collective, mais plus collaborative ou productive pour l'organisation. Donc, il y a moins cette image qu'on avait tantôt, là, cette grande toile plus marxiste de conflits structurels et d'opposition. Maintenant, qu'est-ce que ça dit pour l'analyse du travail professionnel? Donc, j'ai les professionnels, le travail et les organisations. Et je vais comme couvrir trois courants qui permettent de, je dirais, à la fois de penser, de questionner le rapport entre les professionnels et l'organisation. Et ces trois hypothèses aussi, en fait, sur la mutation du travail professionnel dans les organisations contemporaines. Et évidemment, tout ce qui va être dit ne fait de sens que lorsqu'on l'applique au concret, empiriquement, en contexte à une profession. C'est pas la même chose pour la profession médicale, le travail social et la profession infirmière, par exemple. Il y a un premier courant qui est Adler, et Adler, étonnamment, est un théoricien marxiste des organisations. Donc, et il s'est intéressé à l'émergence de formes collaboratives de recomposition du travail, et il évoque l'hypothèse qu'on passe de communauté professionnelle, c'est-à-dire par communauté professionnelle, là, vous êtes dans les définitions de l'idéal type professionnel tel qu'on l'apprenait, je dirais, en sociologie 102, c'est-à-dire les professionnels sont autonomes, sont autorégulés, maîtrisent une expertise, ont le monopole sur une juridiction, vous avez ça dans la définition classique d'Abbott, entre autres. Et ce qui dit, ça est maintenu, mais étant donné les nouvelles contingences et pressions sur l'organisation du travail, incluant la dépendance accrue des professionnels à l'organisation pour exercer leur profession, il se passe une transformation de communauté professionnelle à communauté collaborative, qui appelle. Et la communauté collaborative, c'est un peu l'hypothèse, je dirais, des sociologues anglo-saxons d'occupational closure, là, de fermeture occupationnelle, c'est-à-dire, je fais partie, mettons, je sais pas, je suis infirmier, et je vais recomposer une forme de sociabilité au travail à l'intérieur d'une communauté collaborative. Donc, je vais maintenir des conduites, des normes, des prédispositions de l'identité professionnelle et du travail professionnel, mais je vais le déployer dans un univers qui m'amène à composer avec un ensemble de nouveaux impératifs, que ce soit la gestion de la performance dans une organisation, les contraintes économiques, un ensemble d'impératifs que vous avez dû discuter beaucoup hier qui transforment le travail professionnel. Donc, chez Adler, il y a possibilité de changer tout en conservant un compromis raisonnable avec ce qu'était l'idéal professionnel s'il en était là.
Après ça, une autre hypothèse assez forte d'un sociologue néerlandais, Nordegraaf, Mirko Nordegraaf, c'est l'idée qui émerge, mais de façon massive, là, c'est vraiment un changement institutionnel majeur, ce qu'il appelle un professionnalisme organisé, c'est-à-dire dans les États dits modernes avancés, la gestion du risque et de l'expertise est un enjeu fondamental. Et pour gérer le risque et l'expertise, l'État a besoin de plus en plus des professionnels et elle va les enrôler, si vous voulez, dans des univers beaucoup plus organisés qu'on pense, domaine que je connais mieux, la gestion de la qualité et de la sécurité des soins dans les hôpitaux, qui a donné lieu à un ensemble de nouveaux dispositifs organisationnels. Ce qui est intéressant chez Nordegraaf, c'est une hypothèse de très grand volontarisme des professionnels à participer à cette transformation-là, fondée sur l'hypothèse qu'il y a une affinité structurelle de base entre l'organisation, la bureaucratie et les professionnels. En fait, Nordegraaf a une hypothèse contraire à l'idée du conflit fondamental entre organisation et profession. Pour lui, il reste 10 minutes. C'est super! Et pour lui, non, moi je vais arrêter. Quand vous me dites 0, là, je finis la phrase, j'arrête. Ce que Nordegraaf dit, au fond, il dit on a eu tendance en sociologie et autres sciences humaines et sociales à faire le postulat d'une contradiction fondamentale entre organisation et profession, mais les professions ont toujours, de par leur code de conduite, endogénisé des éléments organisationnels, que ce soit dans leur mécanisme de coordination, que ce soit avec l'évolution de la technique, des savoirs, et donc ils basculent assez facilement dans cet univers-là lorsqu'on les invite. Et un troisième courant, plus chez les néo-institutionnalistes qui s'intéressent à la profession, organisation, ces gens-là disent au fond, les professions peuvent être analysées comme des institutions, comme on analyse d'autres formes d'institutions en société, et il ne faudrait pas sous-estimer l'agency, l'agencité des professions dans les transformations, ce qui se passe. Et là, c'est l'hypothèse qui sont à la fois sous forte pression de se transformer, mais qui participent avec beaucoup de détermination, de réflexivité à ces transformations-là, et qui, jusqu'à un certain point, donnent une réponse et modifient le contexte dans lequel vont se dérouler ces transformations-là. C'est l'hypothèse de professionnels qui sont des agents de transformation institutionnelle. Fait que ça, c'est trois hypothèses à la fois complémentaires, à la fois en désaccord, qui me semblent structurer beaucoup la manière dont l'analyse organisationnelle s'intéresse en ce moment à la transformation ou mutation du travail professionnel. Il y a une série d'enjeux lorsqu'on prend ces trois courants-là, qu'on les met dans le mélangeur, qu'on pèse sur le bouton. C'est évidemment, il y a la question de la différenciation intraprofessionnelle. Vous vous souvenez, là, on est probablement en sociologie 103. Vous avez décidé que vous aimez la sociologie, vous prenez un cours de sociologie des professions, vous lisez Friedson et il y avait cette hypothèse de la différenciation professionnelle. Chez Friedson, c'était de dire, oui, les professionnels vont changer, mais ils vont donner une réponse organisée par la différenciation. Et là, vous avez l'émergence d'une élite professionnelle qui participe au comité, qui dessine les bonnes pratiques, les modèles, et ainsi de suite, et une forme de stratification professionnelle. Ce qui est un gros enjeu, c'est aussi comment ça se passe entre professions, ces dynamiques-là. Et on le sait, si je suis médecin, vous êtes infirmier ou infirmière, vous êtes travailleur ou travailleuse sociale, la mutation du travail professionnel ensemble va se jouer très différemment. Et là, il y a donc nécessité de repositionner ces dynamiques-là dans un univers à la fois
de différenciation intraprofessionnelle et interprofessionnelle. Un autre enjeu, c'est beaucoup de ces travaux-là sont intéressés à des changements de forme qu'on appelle, nous, structurels, genre émergence d'une forme qu'on appelle le professionnalisme organisé, ce qu'on a appelé dans d'autres travaux des archétypes organisationnels, mais ils ne se sont pas intéressés finement aux processus, aux pratiques que mettent en place les professionnels pour donner corps à ces formes-là. La communauté collaborative d'Adler est un exemple. Ces travaux-là s'intéressent peu aussi, puis je vais conclure là-dessus après, dans le temps qui reste, en fait, à l'agence, au travail des agents pour répondre à ces contraintes-là au quotidien. Donc, la perspective qui, si je comprends, très micro, qui a été en partie exploitée dans la journée hier, est pas suffisamment présente dans ces travaux-là. Et évidemment, la question de oui, ça se passe, mais ça se passe comment? Quels sont les systèmes de tension et de contradiction qui alimentent les processus de changement qu'on voit? Et là, je reviens, là, vous dites, mais il nous a parlé de résistance au début. Est-ce connecté avec la présentation? Oui, avec la fin. Et là, une approche émergente pour l'analyse du travail professionnel. En fait, on a deux hypothèses, puis on l'applique en ce moment au cas de la collégialité, non pas pour analyser la collégialité comme une propriété intrinsèque du travail professionnel, mais plus comme une performance. On appelle ça, malheureusement, c'est en anglais, c'est genre collégialité as achievement, comme une performance. Et on s'intéresse en fait au travail institutionnel des professionnels qu'on définit comme un travail politique pour défendre et réaliser ou matérialiser la notion de collégialité en milieu de travail. Collégialité, ici, on n'a pas le temps d'en discuter, qui n'est pas juste l'aspect latéral, relationnel. Il y a des aspects structurels et normatifs à la collégialité qui pourraient être discutés. Et le travail politique, on décrit dans deux bocales, deux contenants. Un, la notion de résistance, c'est-à-dire il y a des formes de résistance que mettent en œuvre les professionnels qui permettent de maintenir ce qu'on appelle la collégialité dans un contexte de forte transformation ou de pression. Et ces formes de résistance-là se comprennent ou s'analysent en les opposant à une figure très opposée, qui est la notion de travail aliéné ou d'aliénation. Et c'est pour ça que je commençais par la notion de résistance. Vous vous souvenez, Sociologie 101, le concept d'aliénation était déjà très présent, entre autres chez Marx, quand vous lisiez dans le texte. Mais cette résistance-là se fait ou se réalise dans un contexte où il y a nécessairement coproduction. Et là, ici, ce n'est pas coproduction, comme c'est discuté souvent, et c'est tout à fait valable. C'est 2 minutes, parfait. Ce n'est pas coproduction au sens coproduire avec les personnes qui sont mobilisées ou qui utilisent les services et les professionnels, mais c'est l'hypothèse de la coproduction qui est liée aux travaux sur la gouvernementalité, c'est-à-dire les travaux de deuxième génération de Foucault, c'est-à-dire dans les États dits modernes avancés, pour cette gestion de risque et d'expertise, il y a nécessairement cooptation des professionnels dans l'émergence de nouveaux régimes de gouvernance. Et donc, il y a une mise en tension de résistance et participation qui est comme un incontournable du travail professionnel. Et selon comment ça se passe, ça peut donner des éléments de valorisation du travail professionnel ou des éléments plus qu'on identifie à de l'aliénation. Il y a 5-6 dimensions, puis vous connaissez ça mieux que moi. Pourquoi on joue avec ça? Ben là, il y a un ensemble de travaux, je dirais, théoriques et empiriques
qui appuie à la fois cette catégorisation du travail institutionnel des professionnels, soit chez les néo-institutionnalistes, soit dans le programme de recherche des gouvernementalistes, qui soient anglo-saxons ou en France, entre autres, et des travaux de sociologie sur des organisations sur la résistance, entre autres les travaux de David Courpasson, certains doivent connaître. Qu'est-ce qu'on fait avec ça en ce moment? Bien, on analyse la collégialité. Là, c'est plus le montage que vous avez vu, des hypothèses sur la collégialité comme l'expression d'un travail institutionnel de nature politique exercé par les professionnels en contexte de forte pression de transformation. Empiriquement, on utilise en partie ces catégories avec une profession, je dirais, inédite pour ce genre de catégorie-là, qu'on voit comme étant les privilégiés de la Terre, la profession médicale, mais on analyse avec une étude socio-historique sur une période de 30 ans. On compare Angleterre, Canada sur le rôle de la profession médicale dans la transformation des systèmes de santé et ses implications pour la transformation du travail professionnel. 0 minute, j'arrête là, merci.